Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir sur ma chaîne Myriam, de la chaîne Lava Myriam. C'est une jeune femme qui a souffert de boulimie pendant plusieurs années et qui s'en est sortie. Et elle a à cause de ça toute mon admiration. Quand j'ai voulu moi-même me sortir de mes années de régime et de mes troubles alimentaires que j'ignorais à l'époque, j'ai eu la chance de tomber sur sa chaîne. Et on peut dire que c'est vraiment elle qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est pourquoi je suis particulièrement contente de la recevoir aujourd'hui. Sans Myriam, il est probable qu'aujourd'hui, je serais encore bloquée dans mes restrictions alimentaires. Nous allons parler aujourd'hui de divers sujets concernant les troubles alimentaires et de la façon dont s'est passé son rétablissement ainsi que le mien. Mais place à l'interview. Bonjour Myriam, c'est absolument un honneur de te rencontrer parce que franchement, si tu n'avais pas été là à mes débuts de rétablissement, je crois que là j'y serais encore dans mes troubles alimentaires en fait. Ça Donc, le sera. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et je suis ravie qu'on ait cet échange. Pour moi, c'est vraiment très touchant d'avoir pu t'aider sur ton parcours, vraiment. ah oui, tu peux pas savoir parce que bien que j'ai fait des études de psycho et qu'on ait un peu parlé des troubles alimentaires et tout ça, pendant mes études, on n'a jamais tellement parlé de comment on s'en sort, tu vois. Et il a fallu que j'aille sur YouTube et que je trouve une fille deux fois moi mon âge, deux fois mon âge, beaucoup plus jeune que moi, pour comprendre comment en sortir. Et en fait, c'était tellement plus simple que ce que j'imaginais que moi, je pensais que c'était quelque chose de très compliqué. J'ai compris que pour arrêter les compulsions alimentaires, eh ben, fallait tout simplement arrêter les restrictions. C'était un peu tout con. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas y penser toute seule. Tu vois, je faisais des régimes absolument épouvantable, enfin de plus en plus dur parce que mon métabolisme était complètement au ralenti et que donc je faisais la guerre à mon corps, il voulait plus du tout perdre de poids et du coup je descendais de plus en plus les calories et tout ça. Je me disais mais pourquoi est-ce que je maigris pas plus et mon corps ne voulait plus, il était complètement bloqué et même je prenais du poids alors que je ne mangeais plus que genre 900 calories, etc. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je sorte de là, c'est pas possible, il faut que j'arrête ces régimes, mais j'allais reprendre tout mon poids. Donc j'étais coincée dans un truc et je pense que c'était un trouble alimentaire, en fait, de faire autant de régimes, d'être autant à faire sans arrêt des régimes. Mais quand je suis tombée sur ta chaîne, par hasard, enfin je crois qu'on tombe jamais sur une chaîne par hasard, je me suis dit, ah, Myriam parle de boulimie. Je sais pas si ça me concerne, mais quand même, on va regarder parce que c'est étonnant, ça me parle énormément. Ça n'arrête pas de me parler sur tous les plans et je me reconnais dans tout ce qu'elle dit. Donc, est-ce que j'aurais pas aussi un petit trouble alimentaire finalement? Et quand tu m'as appris qu'il fallait arrêter les restrictions pour retrouver un rapport sain à l'alimentation, bah en fait, tu m'as un petit peu sauvé la vie, quoi. Et à partir de là, ouais, à partir de là, tu as à un moment dans un épisode conseillé d'aller voir certaines chaînes américaines, comme Kayla Rose de Damn the Diets, qui m'a aussi énormément appris, et comme j'ai la chance de parler un peu anglais, et après, je me suis dit, bon, comme je parle anglais, il faut absolument que ça vienne en France, il faut que ça vienne un peu plus sur YouTube. Donc, j'ai décidé de faire ma chaîne aussi, à moi aussi, qui existe depuis pas longtemps. C'est génial. Mais donc, voilà. C'est Et génial. Et surtout, tu dis que c'est tout con, mais en fait, c'est totalement contre-intuitif. Parce que quand on a la oui, tête dans le guidon de vouloir absolument perdre du poids, c'est totalement contre-intuitif d'arrêter de se restreindre. Parce qu'on se dit, mais non, la clé, c'est la restriction. La clé pour perdre du poids, c'est manger moins, c'est faire encore plus d'efforts, c'est avoir encore plus de contrôle. Et on est tellement tout le temps en train de boire du contenu et au contraire d'ingurgiter plein de contenus qui nous prouvent qu'il faut baisser nos calories ou manger ceci, ne pas manger cela, catégoriser ses aliments. En fait, c'est tout bête d'arrêter de se restreindre, mais c'est quand même une vraie étape dans la compréhension de la maladie. C'est une vraie étape de comprendre ça. Il y a l'avant et il y a l'après, vraiment. En fait, c'est plus difficile de lâcher prise que d'être dans le contrôle. Moi, je pensais que c'était une question de volonté. Je pensais que tout était une question de volonté. Je pensais que je faisais pas assez bien mes régimes. Je pensais que c'est pour ça que ça marchait pas.
Et j'ai pas pensé que juste il fallait arrêter, il fallait lâcher prise en fait, il fallait se reconnecter à soi-même. Donc Mm. merci vraiment, Avec grand merci. plaisir. Je suis vraiment contente d'avoir pu être une petite pierre à l'édifice dans cette guérison, dans ces prises de conscience. Vraiment, ça me touche énormément. C'est très Ah oui, chouette. tu as été la première personne parce que sur YouTube, je connaissais pas encore Instagram. Je trouve qu'il y a plus de choses sur Instagram en français, mais sur YouTube, tu étais la première. Après, j'ai trouvé Haïdar de la chaîne Pacification Alimentaire pour ceux qui connaissent pas, mais j'ai trouvé qu'à part vous deux, il y avait rien d'autre en fait. Donc j'ai eu vraiment de la chance de tomber sur toi. Merci. Hmm. Je Alors, te remercie pour tes mots. je vais te poser des petites questions si tu veux bien. Avec plaisir, avec plaisir. On est là pour ça. On est là pour échanger. Alors, est-ce que tu te souviens pour toi de comment ont commencé tes troubles alimentaires? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que ça a commencé ou tu te souviens plus tellement en fait? C'est très flou pour moi. Pour moi, c'est très flou parce qu'en fait, il y a eu plusieurs grosses étapes qui m'ont amené aux troubles du comportement alimentaire. La première étape, c'est que déjà, j'ai grandi dans une famille où l'obésité, les régimes, l'envie de perdre du poids est très très présente. Donc en fait, je me suis questionnée avec le recul, est-ce que j'avais déjà eu un rapport sain à l'alimentation, un rapport serein à Ouais. l'alimentation? Et je pense qu'en fait, c'était pas le cas. Je pense que dès que j'étais enfant, j'avais déjà un rapport très bizarre avec l'alimentation, où manger, ça me rendait intéressante aux yeux de ma famille. Et ils aimaient bien les gens qui mangeaient bien, en contradiction avec ma sœur qui, elle, mangeait moins. Donc moi, ça me revalorisait. Donc déjà, rien que ça, quand je prends un peu de recul, ma situation n'était pas normale, en fait, sur mon enfance. Après, il y a une autre grosse étape, c'est que j'ai eu mes premiers comportements boulimiques sans forcément avoir de la boulimie à proprement parler, lorsque j'étais en couple avec un amoureux qui Mm. avait des problèmes financiers et chez qui on mangeait peu en fait. On mangeait un repas par jour, voire même parfois on mangeait pas pour laisser manger les frères et sœurs. Et en fait, c'était nos premiers comportements boulimiques parce que lui avait vraiment ce comportement de bah, dès qu'il y a à manger assez pour tout le monde, je vais vraiment aller dévorer. Et moi, Mm. par mimétisme, je le faisais aussi. Puis, troisième grosse étape, ça a été la rupture justement avec cet amoureux qui, elle, m'a totalement Ouais. effondrée. Et j'ai complètement perdu en estime de moi. Et à ce moment-là, j'ai eu mes premiers comportements très restrictifs, où je mangeais beaucoup moins, et où je me suis de suite posé la question, alors c'est très triste, hein, mais dès que j'ai eu cette rupture, je me suis posé la question et je me suis dit, à qui je vais plaire en fait, si je ne perds pas du poids? Donc à ce moment-là, ma volonté Mm. numéro une, c'était de perdre du poids. Donc je me suis mise dans des états de grosse restriction. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu des vrais comportements boulimiques qui se sont répétés, donc de manière chronique, de manière régulière. J'ai eu énormément de crises de boulimie le soir avant de m'endormir parce qu'en fait, j'étais juste affamée, quoi. Et toi, est-ce que c'est Ouais. une étape précise de Moi, ton côté? j'ai du mal à remonter, j'ai du mal à retrouver. Je crois que c'est venu progressivement. Comme je te disais tout à l'heure, c'était ce métabolisme qui s'effondrait à force de faire des régimes. Ça marchait plus, donc ça m'énervait. Il fallait absolument que j'y arrive. Et c'est devenu, les restrictions sont devenues de plus en plus sévères au fur et à mesure que les régimes ne marchaient de moins en moins. Donc au départ, c'était un régime banal et puis pas trop méchant, j'allais dire, et que j'ai tenu facilement. Et puis plus ça marchait pas, moins ça marchait, plus je me suis énervée. Donc je crois que je suis rentrée progressivement. Mais il y a peut-être eu aussi une période où j'étais aussi pas très bien. Je pense que de vouloir contrôler mon alimentation, c'était une façon, effectivement, je l'ai entendu quelque part, de contrôler ma vie Hmm. en général. Et parce qu'à un moment, je me suis dit, mais pourquoi c'est si important est-ce que tu es coquette à ce point de vouloir à ce point perdre 3 kilos ou ça pourquoi toute ta vie tourne autour de ça? Et je crois que c'était pas tant l'apparence que le contrôle. Il y avait un truc de devoir contrôler. C'était quelque chose sur lequel j'avais le contrôle dans ma vie. Et je pense que peut-être que ça n'allait pas très bien, mais j'arrive pas très bien à remonter à savoir exactement qu'est-ce qui n'allait pas bien. Hmm. Plusieurs choses en tout cas. Ouais. Hmm. C'est très souvent, c'est très souvent symptomatique, effectivement, d'avoir cette volonté de contrôle et de répercuter ce contrôle qu'on n'a pas forcément sur ses émotions, sur sa vie, sur les autres, sur les émotions des autres, vouloir la répercuter sur l'alimentation et le corps.
Et en fait, c'est finalement Mm. reporter une envie de contrôle sur l'alimentation, Sur autre le chose. sport, le nombre de pas par jour, le nombre de calories, enfin toutes ces choses quand on Ouais. n'arrive pas à avoir le contrôle dans la vie en général, en fait. Oui. À un moment, moi, ce qui m'a fait quand même arrêter, c'est que je me suis dit clairement, le but de ma vie, mon boulot dans la vie, c'est de perdre 3 kilos. Et à un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Je, toute ma vie peut pas tourner autour. C'est trop superficiel. Ça peut pas être le but de ma vie. Je me suis rendu compte que ça mobilisait toute mon énergie, toutes mes pensées, toutes mes réflexions, que j'évitais de sortir avec mes amis et enfin que j'ai et que c'était devenu complètement obsessionnel. Donc je n'avais plus de place pour autre chose dans ma vie. Ça avait tout envahi. Et là, je me suis dit, ok, non, là, Bah, c'est pas possible. je fais vraiment le lien avec mon histoire parce que, effectivement, en fait, pour 3 kilos, pour 5 kilos, Ouais, on va vraiment mettre tout notre temps, toute notre énergie et perdre finalement 98% de notre énergie, de notre temps, de notre vie pour peser 2% de moins en fait. C'est incroyable cette capacité qu'on a à tout mettre dans le même objectif et dans la même envie d'amincir son corps. Comme si amincir son corps ouais, allait finalement nous rendre plus valables, augmenter notre estime, notre confiance et que tout irait mieux dans la vie. Alors que pour les avoir vraiment oui, perdus, je peux vraiment confirmer et oui, affirmer que ça ne change rien dans la vie. Si on n'a pas d'estime de oui, nous, avec 5 kilos en ouais. moins, on n'aura toujours pas d'estime de Oui, nous. ouais, c'est vrai, même on ne s'aime jamais assez, on n'est jamais assez mince de toute façon. Je crois que je me trouvais plus grosse à ce moment-là que maintenant. Complètement, moi C'est aussi. étonnamment, alors que j'ai bien des kilos, vraiment beaucoup plus de kilos en plus qu'à cette époque. Mais je me trouve plus mince maintenant. Enfin, c'est un peu bizarre. Je ne voyais que le tout petit bourrelet qui restait. Enfin, c'est complètement dingue. Et il y a aussi un autre truc, une autre pensée que j'ai eue, je me suis dit, faut que ça s'arrête, c'est que je me suis dit, vivement que j'ai 80 ans, parce qu'à ce moment-là, je m'en foutrais complètement, je pourrais manger ce que je veux. Je me suis dit, je vais pas attendre. Je dis, je vais pas attendre d'être une vieille dame, d'avoir 80 ans pour commencer à vivre. Dès que j'ai eu cette pensée, je me suis dit, non, là, c'est vraiment grave, je vais pas attendre la fin de ma vie pour commencer à vivre, C'est quoi. là qu'on voit toute Donc, l'absurdité que les troubles du comportement alimentaire peuvent avoir sur nos vies en fait. Et je reviens aussi sur ouais, cette notion de trouble du comportement alimentaire. Tu disais que t'étais pas vraiment sûre mm, d'en avoir un à ce moment-là, au moment où t'es tombée sur mes vidéos, etc. En fait, je oui, pense que globalement, les femmes dans notre société ont pour la plupart une alimentation troublée. Même si c'est pas un ouais, diagnostic de trouble du comportement alimentaire avec quelque chose qui est chronique, etc. Mais la plupart des femmes sont culpabilisées dans leur alimentation, ont du mal à manger naturellement sans se poser de questions, vont contrôler beaucoup. Et en fait, rien que ouais, ça, c'est hyper symptomatique d'une société qui est centrée sur oui. l'apparence des femmes notamment. Ouais, c'est vrai que plus j'avance dans ma chaîne et tout ça, plus je me dis, mais en fait, tout le monde est malade. Enfin, on est tous, on a tous des problèmes alimentaires. Je vois peu de gens qui ont une alimentation saine autour de moi. J'ai l'impression que tout le monde est, que c'est normal de faire plein de régimes. Et j'aime bien cette phrase, tu sais, qui dit, c'est pas un signe de bonne santé mentale que de s'adapter à une société qui est malade. J'adore cette Et phrase aussi. j'adore cette phrase aussi, parce que je me dis, souvent j'ai l'impression de pas être comprise, tu vois, d'être regardée comme quelqu'un un peu de bizarre parce que je suis anti-régime et tout ça, mais je me dis, tu vois, c'est difficile quand tu es un peu seul contre tout le monde, de se dire qu'on a raison et qu'il faut continuer, qu'il faut pas se laisser décourager. Mais vraiment, moi, je pense que toute la société est un peu malade et j'espère que dans les années, les décennies à venir, les mentalités vont changer et que ça va s'arrêter. Tout ça parce que c'est quand même une torture qu'on fait subir à nos corps. Enfin, c'est une maltraitance. Mais bon, pour l'instant, j'ai l'impression, et c'est grâce à des personnes plus jeunes comme toi que ben moi, de la un peu plus vieille génération, je, j'essaye de me réparer de tout le mal que je me suis fait. Et je me dis, mais c'est génial si les plus jeunes peuvent apprendre ça aux plus vieux, si les plus jeunes sont moins névrosés. Donc je me dis, on va aller en s'arrangeant. Donc j'ai confiance. Je me dis, Mais ça va aller mieux quand même. c'est grâce au travail que tu fais et que je fais, et que plein d'autres de nos collègues font sur les réseaux, que ça va aller en s'améliorant en Ouais, fait. On est toutes les deux des actrices du changement, même si on s'en rend pas forcément compte.
mais c'est en ouvrant la parole sur ces sujets, en expliquant à quel point faire un régime, c'est pas du tout quelque chose d'anodin, ni pour le corps, ni pour l'esprit, ni pour le mental, ni pour l'estime de soi, ni pour rien du tout. On Ouais. va faire changer, évoluer les pensées. Effectivement, moi j'ai beaucoup Oui, d'espoir en notre génération qui prend beaucoup conscience de tout ça. C'est pas encore gagné, et je pense que c'est en multipliant le travail avec des chaînes comme la tienne, avec des chaînes comme celle d'Aïdar, avec oui. d'autres comptes Instagram, qu'on va devoir persister et persévérer pour faire évoluer des pensées. Oui, c'est pour ça que, parce que moi qui suis très timide, je crois que toi aussi tu parlais de ta timidité dans certaines de tes vidéos au début de ta chaîne. Mais malgré cette timidité, je me suis dit qu'il fallait que j'ai le courage de faire. J'ai senti que c'était un peu un devoir de relayer l'information là-dessus, parce que voilà, si j'étais capable de faire une chaîne YouTube là-dessus, j'aurais fait quelque chose de bien dans ma vie, tu vois. Enfin, c'est un peu l'impression que j'ai eu. Donc, je me suis dit, allez, on va apprendre le montage, toute cette technique, et puis on va y aller, quoi. Ouais, C'est très courageux de ta part. Je suis vraiment ravie de ça. Et d'ailleurs, tu disais que tu oui, avais des études en psychologie. À la base, oui, t'es d'une formation de psychologue. oui. Au départ, j'avais fait des études de psychologue, en effet. Et donc, ben, c'est ce qu'il disait sur les troubles alimentaires, c'était pas très sympathique. Tu vois, c'était vraiment, même carrément un peu au sujet de l'anorexie, on parlait de d'hystérie moderne. Enfin, tu as des choses assez péjoratives carrément. Enfin, il ne trouvait que enfin, soi-disant raison en accusant, comme dans l'autisme, les mamans d'avoir pas été des bonnes mères. Enfin, tu as des choses vraiment des très très vieilles théories, très déculpabilisantes pour les parents et très péjoratives. Et puis finalement, ça m'avait absolument rien appris. Et ça ne disait pas du tout comment on s'en sortait. Enfin, je me suis dit que c'était assez grave que les psys ne sachent pas. Et après, j'ai vu effectivement, je sais pas toi, mais il me semblait que ben, dans le monde médical, effectivement, parmi les docteurs que je connaissais et les psys que je connaissais autour de moi, ils n'ont pas été hyper compréhensifs. Enfin, c'est pas de leur faute, ils ont été aussi éduqués avec cette culture du régime et tout ça. Mais moi, j'avais une psy que j'aimais beaucoup, mais là, elle m'avait carrément dit non, elle m'avait conseillé de faire Weight Watchers. Tu vois, elle m'avait pas du tout comprise là-dessus. Moi, je lui en veux pas parce que elle était plus âgée que moi, elle était élevée comme ça. Mais c'est vrai que je m'étais dit que bon, j'ai eu l'impression autour de moi que les psychologues et personnel médical, personnels médicaux ne savaient pas tellement bien nous aider en fait. Il y a Donc encore malheureusement beaucoup de grossophobie dans le monde médical. J'espère que c'est en train d'évoluer ouais, aussi avec certaines personnes qui prennent conscience. Mais c'est vrai que c'est encore très très présent, je dirais même omniprésent, la grossophobie et la diet culture dans le monde médical, quoi. Et effectivement, l'accompagnement psy, pour moi, il est indispensable, mais dans ce cas, il faut vraiment trouver des gens qui nous correspondent, il faut vraiment trouver des gens ouais, qui sont conscients de la grossophobie, qui vont déconstruire toutes ces pensées et qui sont spécialisés oui, dans les troubles du comportement alimentaire. Sinon, ça peut être au contraire ouais, contre-productif. Avec toi, ouais. notamment, ce genre de personnes qui conseillent un autre régime, ça peut pas du tout aider, quoi. Ça peut pas du Ah tout. non, non, ouais, ouais. Ah non, c'était bon. Mais donc finalement, j'avais un peu dû la quitter, alors que je l'aimais bien, cette dame, mais elle ne m'aidait pas. Là, il fallait vraiment que je règle ce problème en priorité. Donc, je me suis tournée, heureusement qu'il y a YouTube, quoi. Heureusement que j'ai pu trouver Haïdar et trouver d'autres vidéos. Et j'avais tellement besoin d'être encouragée que je bouffais ces vidéos. C'est le cas de dire, on boucle toute la journée les vidéos américaines, les all-in, tu vois, les all-in journey, tout ça, tous ces trucs. Je les dévorais, j'avais absolument besoin de regarder ça toute la journée à un certain moment pour pas me décourager, pour persévérer dans ce que je faisais, tellement c'était pas naturel, en fait, tellement c'était difficile pour moi. Euh, oui, justement, comment j'avance un petit peu dans mes questions. Comment est-ce que toi, tu as vécu le fait de grossir? J'ai l'impression que tu as eu un moins gros overshoot, comme on dit en anglais, que moi. Mais quand même, est-ce que ça a été, j'imagine, peut-être un peu difficile pour ton image du corps dans les premiers temps? Est-ce que après,
tu as, est-ce que, combien de temps tu as mis pour te réaimer un peu à nouveau, être à l'aise en fait dans ton corps, ou est-ce que tu as été peut-être plus à l'aise au contraire après parce que tu t'aimais davantage? Enfin, je voulais savoir un peu par rapport à l'image du corps pendant le rétablissement, un petit peu Hmm. comment ça s'était passé pour toi. Alors moi déjà pendant la Euh, maladie, entre guillemets, j'ai pas réussi, alors gros guillemets, hein, à perdre beaucoup de poids. C'est-à-dire que mon objectif pendant la ouais, boulimie, ah c'était oui, évidemment perdre du poids, mais je réussissais pas ouais, vraiment à en perdre en fait. Donc j'étais juste en train de bousiller mon métabolisme. Alors certes, je faisais tellement de sport que j'avais quelques kilos en moins qu'aujourd'hui, mais finalement du coup ma prise de poids lors de la guérison a pas été si importante du fait que j'avais peu perdu de poids à cause de la boulimie ou pendant ma maladie et ouais, pendant mes régimes. Mais j'ai quand même pris du poids. J'ai quand même pris du poids et en fait ça s'est fait en parallèle de ma démarche d'amour de moi. Donc en fait finalement je voyais plus du tout les kilos et mon corps de la même manière. Donc en fait j'avais déjà une vision qui était très différente de tout ça. Ça s'est fait vraiment en parallèle. Dans l'échelle de temps, je pourrais plus dire exactement comment ça s'est fait, mais en gros, j'apprenais à m'accepter, je prenais 1 ou 2 kilos, j'apprenais à m'accepter davantage, je prenais 1 ou 2 kilos, etc. Et du coup, de fil en aiguille, en plus, je me pesais plus. Donc les 1 ou 2 kilos, c'était toujours au visuel et à ma sensation corporelle. Mais du coup, j'avais vraiment un vrai effet boule de neige de bah en fait, je prends du poids, mais je m'aime quand même. Et du coup, pendant toutes ces années, j'ai ouais, lutté contre moi et contre mon corps, alors qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec mon corps. C'était jamais mon corps le problème, c'était vraiment ma vision de mon corps. ouais, Et réaliser ça, ça m'a encore plus encouragée à continuer sur ce chemin d'amour de moi. Et donc finalement, de ouais. fil en aiguille, bah, quand tu apprends à t'aimer pleinement, le poids n'a plus aucune importance. Aujourd'hui, le Oui, poids n'a ouais, c'est plus vrai. aucune importance. Ouais, ouais, ouais. Ce que je veux, c'est pouvoir bouger librement dans mon corps, me sentir bien dans mon corps, pouvoir pratiquer mon yoga comme je le veux, me sentir bien quand j'ai mangé, ne pas culpabiliser, être dans mon corps présente et vivre l'expérience de mon corps. Que ce soit juste Mhm. mettre les pieds dans l'herbe fraîche le matin ou mettre les pieds sur le Oui, sable une fois ouais, par an quand on est en vacances ou bien faire un câlin à quelqu'un. J'essaie d'être vraiment beaucoup plus présente dans mon corps ouais, et ouais. de m'autoriser à vivre l'expérience de ça. Donc en fait finalement ça s'est fait vraiment en parallèle l'un avec l'autre. Et aujourd'hui je sais pas où est-ce que j'en suis en termes de poids. Je sais pas si mon poids il est équivalent à quand j'étais malade, ou il est supérieur, ou il est... J'en sais rien du tout. Et franchement c'est pas du tout... c'est plus du tout mon sujet en tout cas. Oui, moi je sais que par rapport à l'image de moi, au début c'était très difficile quand même. Il a fallu plusieurs mois avant que je m'habitue à ma nouvelle forme. Je mettais carrément des plantes devant mon miroir. En fait, j'essayais de prendre des douches sans me regarder. C'était pas très commode franchement. Et puis à un moment, je sais pas, je me suis habituée à moi et il y a eu un jour, c'était vraiment comme une espèce de révélation d'un coup où je me suis regardée. Je me suis dit, allez, regarde-toi. Et là, c'était l'inverse. J'ai complètement enlevé les plantes et tout ça. Et je me suis mise à m'aimer, même avec tous mes défauts. Je sais pas, te dire que les petits tris de là, les cheveux blancs, les seins un peu trop comme ci ou je sais pas. Je me suis dit mais que tout était super. C'était moi, en fait. Je sais pas, c'était attendrissant. Tu sais, ça m'a fait penser un peu à Cyrano. Enfin, Cyrano, quand même, il a un grand nez. Et il dit, est-ce que vous m'aimez quand même avec il dit à Roxane, est-ce que tu m'aimes même avec même lait? Et elle lui dit, peut-être même davantage. Elle lui dit, tu vois. Et j'ai ressenti ça, c'est-à-dire que même mes défauts étaient super sympas. Tu vois, il y avait quelque chose d'attendrissant et de sympa et que c'était moi et que ouais, c'était vraiment très chouette comme moment. Alors ça reste pas tout le temps malheureusement, mais il y a des moments comme ça où je m'aime, je dis c'est moi, je suis comme ça, je suis comme je suis et je suis un peu déçue. Je sais pas si j'ai perdu si je suis en overshoot là ou si c'est mon poids de forme ou pas. Bon, j'ai un certain âge aussi, donc il faut quand même m'accepter me changeante. Je suis plus comme quand j'avais 20 ans, c'est sûr. Mais je sais pas, j'apprends à avoir une tendresse pour moi et à m'aimer en entier. Et ça concerne pas que les kilos, ça concerne les cheveux blancs. T'as vu, j'ai assumé mes cheveux blancs aussi, mes petits traits, enfin tous mes défauts. Je me dis c'est moi
et j'ai le droit d'exister, tu vois. Et voilà. Donc, Magnifique. C'est super inspirant et enfin vraiment j'adore ce genre de retour d'expérience parce que c'est exactement ce que j'enseigne en fait à travers mes programmes, à travers ma chaîne, à travers tout ce que je fais. C'est finalement dans un premier temps arrêter de se regarder, arrêter de se scruter, arrêter, sortir de cette image de soi, sortir de toujours être dans l'obsession corporelle, etc. Donc c'est finalement un peu ce que tu as fait au début, en cachant le miroir, en refusant un peu ton image dans un premier temps, pour ensuite pouvoir revenir vers soi, vers son image, et l'accepter pleinement. Et ça, c'est exactement tout mon travail, en fait, dans l'accompagnement des personnes que j'accompagne justement aujourd'hui. C'est exactement ça le processus. C'est d'abord on sort de l'image qui est obsessionnelle, puis après on revient vers soi et on apprend à s'aimer avec tout ça et avoir de la tendresse, de l'affection pour soi, se regarder avec un regard ça, peut-être plus ouais. extérieur, peut-être plus avec plus de recul, qui nous permet de nous regarder avec plus d'empathie, d'amitié, de sympathie et c'est exactement ce que tu as fait et waouh, c'est hyper inspirant. Effectivement, Oui. le corps il est changeant et tu vois, là, je pense à tes cheveux blancs, à tes rides, etc. En fait, je trouve ça génial parce que dans toutes les étapes de la vie, le corps il est changeant. Qui est une grossesse, qui est une étape particulière, qui est des cheveux blancs, qui est les premières rides, qui est... moi là en ce moment, j'ai que 25 ans, mais j'ai vraiment déjà mon corps qui est vraiment en train de changer sur plein d'aspects. Et en fait, quand je réalise ça, je me dis mais waouh, c'est magnifique en fait parce qu'il va porter toutes les cicatrices de la vie, il va porter toutes les étapes de Mhm. ma vie. Et plutôt que de le voir comme quelque chose qu'il faut régler, mais essayer de le Mhm. percevoir comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui porte Ouais. finalement l'expérience de notre vie, je trouve ça incroyable. Ouais, C'est ouais. finalement Et notre corps est avoir la gratitude. impermanent. Notre corps est vraiment impermanent et on est plus que notre corps. On est la personne qui est à l'intérieur de notre corps et l'enveloppe, elle, elle, elle passe, elle bouge, elle est plus la même. Donc du coup, pourquoi s'attacher à ce point à quelque chose qui de toute façon va changer effectivement. Totalement. Je suis Ouais. désolée pour les petits bruits environnants, il y a des travaux chez moi. Si jamais ça Ah s'entend, bon, c'est j'entends, probable. j'entends pas, ça va. Ah, ton petit chien, il est tellement mignon, le chien Oui, blanc. il n'est pas là le chien. Il n'est pas là aujourd'hui. Alors, je me demandais aussi si tu faisais du yoga différemment aujourd'hui de la façon dont tu le faisais avant ta guérison, enfin ton Bien sûr. rétablissement. Absolument, c'est une très bonne question. À la base, alors à la base, j'ai connu le yoga très tôt dans mon apprentissage parce que j'avais une famille qui pratiquait un peu le yoga. Puis après, je m'en suis très vite éloignée. J'ai juste lu quelques bouquins pendant mon adolescence, etc. Je m'y intéressais, mais de très loin, notamment sur les respirations, etc. Puis j'y suis revenue en 2016, au tout début de mes troubles du comportement alimentaire. Enfin, ça faisait bientôt un an que j'avais des crises de boulimie, etc. Mais j'y suis allée pour les mauvaises raisons. Je suis allée sur ces vidéos parce que je trouvais les filles qui faisaient du yoga hyper minces, hyper souples, hyper belles, et je voulais être comme elles en fait. C'était uniquement pour ça que j'ai commencé une pratique régulière du yoga en 2016. Puis après j'ai continué, et quand j'ai guéri, en fait, je m'en suis vraiment longtemps éloignée. Je m'en suis éloignée pendant à peu près un an. J'ai plus du tout pratiqué de yoga, quasiment. Justement parce que mes intentions étaient mauvaises, tout comme avec le fitness, tout comme avec la musculation, mes Hum, intentions étaient mauvaises, elles étaient centrées sur l'apparence physique. Puis en fait, au fur et à mesure, j'ai compris ouais, que le yoga allait m'apporter bien plus que ça. Et oui. c'est en Est-ce que 2020 que j'ai... Excuse-moi. est-ce que tu as eu une période d'arrêt total du sport, Oui. du yoga? Oui, d'accord. Oui, Parce oui, que oui. Pendant plus de 6 ou 7 mois, en ouais. 2018, j'ai arrêté toute pratique sportive quasiment. Mm. C'est ça, parce que j'ai cru comprendre sur d'autres chaînes qu'il il était conseillé d'arrêter complètement le sport, et ce que j'ai eu du mal à faire, mais après je l'ai fait. Ah bah, il y a un moment, parce que je faisais des marches de 10 km par jour et tout ça, et je me disais c'est pas du sport, c'est que de la marche, tu vois. Mm. Et à un moment, je me suis dit, on me conseillait sur une chaîne d'arrêter un moment. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter. Au bout de moins d'une semaine, j'ai eu une fatigue, la fatigue extrême, tu sais, qui m'est tombée dessus. Et je me suis dit, ah oui, hyper important d'arrêter le sport, en fait. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, parce que j'ai vu à quel point c'était important pour laisser à notre corps récupérer toutes ses forces dans le rétablissement. C'était aussi important que de manger à sa faim, c'était d'arrêter toute activité sportive pour permettre à notre corps de récupérer toutes ses forces pour pouvoir ensuite revenir à une façon de pratiquer le sport qui soit
déconnecté de notre volonté de maigrir. Enfin, ça n'a plus du tout de lien avec l'idée de maigrir. Après, c'est Absolument. une façon. Voilà. Et après, du coup, et là, je suis en train, depuis moins de 2 semaines, de revenir enfin, après peut-être un an d'arrêt, à une façon de bouger où ça y est, je me dis, ah ouais, je comprends ce que les autres ont voulu dire. C'est tellement merveilleux. Je suis allée à la piscine et j'ai retrouvé les sensations Ah, de mon corps dans l'eau. Et tu sais, ça faisait peut-être 20 ans que j'étais pas allée à la piscine. Et je me suis dit, mais oh, quelle joie de bouger. On a l'impression qu'on vole dans l'eau. Tu sais, ces trucs d'apesanteur. Et les autres, ils étaient en train de tracer pour faire leur longueur. Et moi, j'étais là, non, non, je barbotais, je bougeais mon corps. J'étais en train de me réapproprier complètement mon corps dans l'eau. Et ça n'avait rien à voir avec l'idée de vouloir maigrir, mais c'était un pur bonheur de retrouver le mouvement, comme j'avais pas eu depuis peut-être 20 ans, et effectivement. franchement, la Donc, natation pour ça, c'est la meilleure pratique que tu puisses avoir, je trouve, pour se reconnecter à son corps après un long moment de justement d'arrêt du sport, etc. C'est juste incroyable de retrouver les sensations dans l'eau. En plus, moi, l'eau, c'est vraiment un élément ouais, que j'adore, dans lequel oui. je me sens vraiment moi et dans lequel je me sens vraiment bien. Ouais, il y Et a quelque chose dans l'enfance, de l'enfance, on retrouve notre corps d'enfant, je sais pas, il y a quelque chose de naturel. ouais. Les mouvements pour nager sont complètement naturels. On revient dans un corps de quand on était petite, comme quand on mange maintenant, on mange comme les enfants, tu vois. Des fois, moi j'aime bien parce que je bois et je fais ah, tu sais, comme les enfants après, tu sais, c'est tellement facile finalement de manger, c'est tellement facile finalement, tout était tellement simple en fait, on s'est tellement compliqué. Mm. Voilà. Et pardon, Et donc du coup, c'est coupé par rapport au yoga. pas de Donc toi, souci. Attends, je veux juste rebondir par rapport au sport et après je reprendrai sur le sujet du yoga. Mais du coup, il y a ouais, un truc en fait, c'est que ce que tu décris, c'est hyper important parce que quand on est dans les troubles du comportement alimentaire, tout notre corps, il est sous un stress global tout le temps. Donc il y a les ouais, restrictions alimentaires, mais il y a aussi cette volonté toujours de bouger. Et là, ce que tu décris, les 10 kilomètres par jour, pour toi, à l'instant T, t'avais pas l'impression que c'était un stress, mais pour le corps, ça l'était en fait. Et, euh, mm, mm, et mm. moi, c'était la même chose avec du coup le fitness, le yoga, enfin avec tout ça. J'avais vraiment cette volonté à la fois de restreindre mon corps et donc de manger moins, mais aussi il y avait cette volonté de toujours bouger plus. Et en fait, ça met toujours le Mm, corps sous un stress global. Donc lâcher prise sur mm, l'alimentation, c'est une chose et c'est génial, mais lâcher prise sur le sport et la manière dont on fait du sport, c'est vraiment complémentaire. Et pour moi, il y a vraiment mm, une mm. nécessité de travailler sur les deux quand on guérit. Ouais, Et du coup, pour ouais, reprendre par rapport au yoga, c'est en 2020 que j'ai redécouvert le yoga sous sa forme la plus complète possible, avec à la fois la respiration, avec à la fois la reconnexion au corps, la reconnexion au sens, avec à la fois tous ces bénéfices autres que physiques. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait le yoga allait pas m'apporter que de la force physique, mais aussi de la force mentale, qu'il allait pas m'apporter que de l'équilibre physique, mais aussi l'équilibre mental et dans la vie en général, qu'il allait pas apporter mhm, que la souplesse physique, mais aussi la flexibilité au niveau de mon esprit. Et en fait, quand j'ai compris tout ça, je suis vraiment retombée amoureuse de la pratique, pour les bonnes raisons cette fois. Et c'est pour ça que ouais, là, je suis devenue enseignante depuis plusieurs mois maintenant, et que ça me réjouit vraiment, parce que je peux partager ma vision du yoga, qui est aussi une ouais, vision ouais, très ouais. liée à la reconnexion du corps, quoi. Oui, c'est vrai, ouais, ouais. Je suis en train de le découvrir avec la natation, c'est une joie incroyable. Je pensais pas du tout que j'allais me remettre. Je sais pas, je pensais que je ferais plus de sport et je pensais pas que je retrouverais cette joie du mouvement, tu vois. Enfin, c'est vraiment très très agréable. Euh, alors j'ai une question. Est-ce que tu aurais persévéré sans le rétablissement, même si tu t'étais retrouvé dans un corps plus gros? Bien sûr. Hmm. Ouais, En fait, je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais toi, ça va, en fait. Toi, ça va parce que t'as pas un corps si gros que ça, donc t'avais le droit de guérir, entre guillemets. Et en fait, je pense ouais, que c'est c'est biaisé par la grossophobie, en fait. Ces remarques-là, elles sont biaisées par la grossophobie. Moi, ce qui comptait à l'instant T, c'était retrouver ma santé mentale, ma santé émotionnelle
et ma santé physique. Et il y en a beaucoup qui pensent Mm. que être dans un corps gros, c'est absolument mauvais pour le corps. Moi, je Mm. pense qu'aujourd'hui, se restreindre à tout prix et vouloir mincir à tout prix, c'est mauvais pour le corps et pour l'esprit et pour les Ouais, émotions et pour l'équilibre de vie oui. et pour nos relations. Et je pourrais citer encore mille choses pour lesquelles c'est mauvais au quotidien. Mm. Et en fait, c'est bien sûr que j'aurais persévéré si j'avais été plus grosse. Bien sûr que peut-être ça aurait été encore plus challengeant. Bien sûr que peut-être ça m'aurait mis en place beaucoup d'autres peurs. Bien sûr que ça m'aurait moi aussi fait preuve sûrement de grossophobie intériorisée, de se dire attends mais où est-ce que ça va s'arrêter, etc., etc. Mais évidemment Mm. j'aurais persévéré parce que la guérison vaut bien plus. Mais alors, mais vraiment Ouais, bien plus que tout ça. Et les 10 kilos peut-être que j'ai pris en tout dans ma guérison valaient bien plus que, oui. que toutes les restrictions que j'avais et toute la prison dans laquelle j'étais enfermée en fait. Oui, puis moi je trouve que on a l'air en forme, enfin c'est vrai, je suis en meilleure santé, je suis désolée. Moi je trouve que la santé c'est du côté des gens qui ont plutôt 2 kilos ou 3, enfin quelques kilos de trop, entre guillemets. Il n'y a pas de, enfin je veux dire, il n'y a pas de trop, mais par rapport à l'échelle d'IMC, en fait, tous ces trucs un peu idiots là, euh, et je trouve que oui, moi ça me fait grimper au rideau l'argument santé quand on me sort les articulations ou je sais pas des trucs pour la santé. J'ai envie de dire oui, si vous saviez à quel point j'étais en mauvaise santé quand j'étais dans mes régimes, franchement, non, enfin, c'est, ça m'horripile, c'est un truc qui me fait monter la moutarde au nez parce que j'ai tellement déjà un teint, si on voyait juste au teint à mes cheveux, enfin, j'avais une maladie j'avais des engelures en hiver, tu vois. Enfin, il y a tellement de choses qui se sont arrangées que je suis désolée, mais me sortez pas l'argument de la santé. Si on a des kilos en plus qu'avant, parce que c'est tellement faux, quoi. Et puis il y a quelques temps, enfin c'est une question de mode aussi. Il y a 100 ans, je suis désolée, les femmes les plus fertiles, etc. C'était celles qui étaient un peu plus grosses et puis c'est celles qui étaient en meilleure santé. Les filles minces sont souvent en mauvaise santé. Il faut arrêter avec cette idée que on est en meilleure santé quand on est très mince. C'est pas du tout forcément vrai, quoi. Puis moi, Ouais. ce qui me rend folle en fait, c'est que on admette qu'il y ait des personnes qui naturellement soient très maigres et qu'on se pose pas de questions pour eux. En fait, on se dit pas, bah tiens, elle est en mauvaise santé parce qu'elle est mince. Parce qu'en fait, c'est naturellement dans sa génétique, la personne est mince. Elle est maigre, elle est Ouais. mince. Et on va pas se poser de questions sur sa santé puisqu'elle mange absolument ce qu'elle veut. Par contre, on va plus difficilement admettre que naturellement et dans sa génétique, quelqu'un ait plus de forme et quelqu'un soit plus en chair. Et on va toujours vouloir lui faire perdre du poids. Mais arrêtons, en Ouais. fait. Arrêtons. Je trouve que c'est inadmissible, en fait, de juste d'avoir cette grossophobie au point qu'on n'accepte pas que certaines personnes aient leur poids de forme un, un, Oui. un postulat qui est Plus plus élevé. haut Ouais. que ce qu'on puisse accepter comme étant Ouais. normal ou tolérable. Ça me rend folle aussi en fait. Ça me rend Ouais, complètement ouais, folle. c'est insupportable. En plus, est-ce qu'ils ont vu les analyses sanguines de ces personnes dont ils disent qu'elles sont pas en bonne santé? Qu'est-ce qu'elles en savent? C'est vraiment de la grossophobie. C'est juste à partir de ce qu'on voit d'elle, on en conclut qu'elle est en mauvaise santé. On n'en sait rien. Enfin, à partir de sur quoi ils se basent en fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le Health at Every Size, le mouvement EV, Health at Every Size. C'est Linda Bacon qui parle de ça et je me suis dit, quelque chose de vraiment intelligent, qu'on ne peut pas en conclure rien qu'en regardant quelqu'un de son état de santé. C'est complètement idiot. Il faut vraiment qu'on arrête de penser comme ça. Voilà, parce que, voilà. Complètement. Oui. Et puis en fait, moi, je pratique plus le sport aujourd'hui, de manière saine en tout cas, qu'à l'époque où j'étais malade. Je pratique mieux le sport, je mange plus de légumes avec plaisir. Enfin, en fait, toutes ces choses qui Ouais. pouvaient me paraître à l'époque complètement contradictoires, de je vais lâcher prise, donc je vais arrêter de prendre soin de moi, donc je vais manger que de la merde à longueur de journée. Ben, en fait, ouais, je m'autorise à manger des choses qui autrefois étaient considérées pour moi comme des aliments interdits. Et
à côté de ça, je Oui. vais adorer manger mes légumes, je vais adorer pratiquer mon sport, je vais Mm, adorer aller marcher, je vais mm. adorer tout ça. Et en fait, ça me rend folle que penser que s'accepter soit perçu comme lâcher prise sur soi-même et donc s'abandonner, se laisser aller. C'est pas du tout ça. Et en fait, réussir à s'accepter, Oui, c'est se faire du bien foncièrement. ouais. Et quand on apprend à se Mm. faire du bien, bah, en fait, on veut l'équilibre. On veut pas du tout quelque chose qui est dissonant totalement, rester dans le lit toute la journée. Si on en a besoin un jour, 2 jours, bien sûr, on va l'accepter. Mais c'est pas Mm, le mm. but de lâcher prise sur soi. Au contraire. Oui. Moi, ce que j'ai découvert, c'est vraiment cette reconnexion merveilleuse entre moi et moi-même. Tu vois, c'est comme si le fil entre moi et mes sensations avait été complètement coupé et que là, ça se soit reformé. Et juste, j'ai appris maintenant à m'écouter, juste, c'était à écouter toutes mes sensations, tous mes besoins. C'est comme si j'avais un enfant avec moi et que tout le temps, je lui dis, t'as besoin de quoi, t'as envie de quoi, t'es fatigué, et je lui donne ce dont il a besoin. Et je me dis, c'est incroyable, je suis passée en quelques années d'une maltraitance inconsciente, parce que ça a été encouragé par la société, à un amour de moi et une bientraitance maintenant. Tu vois, je, je m'écoute tout le temps, dans un bon sens, oui, je m'écoute pour savoir de quoi j'ai besoin et prendre soin de moi à tout moment. Et je trouve ça vraiment merveilleux d'avoir retrouvé ce chemin de reconnexion avec mes signaux, avec moi-même, qui était complètement coupé. Ça n'a pas été évident au début de comprendre et d'écouter, de comprendre, d'interpréter les signaux de mon corps. Il a fallu vraiment que je réapprenne complètement à m'écouter, mais au bout d'un moment, c'est revenu. Enfin, c'était vraiment agréable cette Et reconnexion. est-ce que ça a été aussi le cas si on pousse la réflexion au-delà des signaux du corps, au-delà des signaux donc de faim, de satiété, de repos, de besoin de bouger, etc. Est-ce que ça a aussi été le cas dans la vie en général? Est-ce que tu t'écoutes mieux Oui, sur de quoi j'ai oui, envie, de quoi j'ai besoin ouais, à l'instant T? Est-ce que je suis bien avec cette personne? Est-ce que je suis bien dans cette complètement. relation? Est-ce que je suis bien Ouais, dans mon travail? Est-ce que, etc., etc. Et finalement, moi en tout cas, c'est le cas. Depuis que j'ai appris à faire la oui, paix avec mon corps, euh, par extension, j'ai appris à faire la paix avec moi-même de manière générale. Et bien sûr, le travail est encore mm, plus long sur ce chemin-là. Mais du coup, mm, j'ai appris à, à juste m'écouter de manière générale. Et pas que les signaux de mon corps, mais bel et bien aussi oui, mes émotions, mes sensations, mon intuition et comment je me sens avec ouais. les gens, etc. Oui, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, que je trouve vraiment passionnant, c'est que ça ne concerne pas, ce chemin ne concerne pas que l'alimentation, c'est vraiment un chemin de vie très grand. Je ne savais pas dans quoi j'entrais quand j'ai commencé vouloir me rétablir de mes troubles alimentaires, de mes régimes chroniques. Enfin, et là maintenant, je peux plus supporter de me mettre dans un truc qui soit pas tu vois, ça se voit même dans la façon de m'habiller. J'aime plus les soutiens-gorge. Il a fallu que j'enlève mes soutiens. Il y a une façon où je me mets à l'aise maintenant. Tu vois, je peux plus supporter d'être serrée ou contrainte dans quelque chose qui me fait qui me rend mal. Je peux plus me mettre dans des chaussures à talons. Il faut que je sois vraiment à plat. Il faut que je sois confortable. J'ai compris que c'est plus comment je me sens et comme, de quoi j'ai l'air. Tu vois, j'ai lâché de quoi j'ai l'air et je veux me sentir bien. Et pareil, j'ai j'ai c'était peut-être un peu triste parfois, mais j'ai dû m'éloigner de certaines personnes parce que je me suis rendu compte que après ça, je pouvais plus supporter certaines mauvaises vibrations de certaines personnes très négatives qui, en fait, je pouvais plus. Je me suis rendu compte aussi que de côtoyer certaines personnes hyper négatives c'était comme manger. Enfin, tu vois, c'était comme, je peux pas me faire du mal. En fait, je pouvais plus continuer à me faire du mal en fréquentant des gens qui m'aimaient pas vraiment ou des choses comme ça. Donc, j'ai aussi un peu fait un tri dans mes relations. Ça a été dur au début. Il y a eu toute cette phase, tu sais, chrysalide. On parle de la chrysalide et des papillons. Il y a eu juste après mon rétablissement où ça a été pire sur plusieurs points qu'avant. Et là, heureusement que j'ai eu mes vidéos pour me dire, t'inquiète pas, c'est normal, t'inquiète pas, c'est normal. Mais j'étais beaucoup plus fatiguée. Après, j'avais mal partout, un peu dans le corps. J'ai attrapé toutes les maladies de l'hiver. J'ai été dans des deuils pas possibles par rapport à certaines personnes que je quittais. Je sais pas, émotionnellement, j'arrêtais pas de pleurer à une période. Et c'était très difficile parce que je me disais, mais
je me rétablis pour aller mieux, pas pour aller moins bien, tu vois. Et là, j'aurais pas eu mes vidéos qui m'ont dit oui, c'est normal. C'est en fait la conséquence de toute la vie passée, de toutes les maltraitances passées, de tous tes régimes. C'est maintenant que t'en payes le prix, en fait. C'est au moment où tu veux quitter tout ça, ben, ça se passe pas tout de suite aussi bien. Il faut accuser tout le mal que tu t'es fait et après, ça va aller mieux. Donc, tu vois, je m'accrochais vraiment à ce après, ça va aller mieux. C'est Et un peu effectivement, là, trust the process, c'est faire confiance au ouais, processus, même si on ne sait pas vraiment où ça va, c'est faire confiance qu'on est sur la bonne voie, même s'il y a des passages qui sont douloureux. Et ça, c'est vraiment quelque oui, chose qui guide ma vie depuis quelques années, c'est faire confiance au process, même si je sais pas encore si c'est vraiment la solution, même si je sais pas encore si c'est vraiment sur ce chemin que je dois aller, mais je fais confiance à ce processus qui va m'amener vers du mieux. Et j'ai la vision plus long oui. terme plutôt que la vision court terme de où est-ce que ça va en fait. C'est ça, c'est ça. Je me disais, dans 2 ans ou dans 5 ans, je serai sortie de ces troubles alimentaires, je serai sortie de ces fonctionnements, de ces obsessions et tout ça. Alors que ceux qui sont au régime, ils seront encore toujours au même poids, à faire leur yo-yo, à prendre, à perdre, être toujours dans les mêmes trucs, à être obsédés par leurs calories, leur sport et tout. Et moi, je me disais, même si c'est plus dur pour moi maintenant, mais dans 2, 5 ans, moi, je serai libre. Tu vois, je serai libre alors qu'ils sont encore coincés dedans. Tu vois, j'arrêtais pas. Oui, c'est vrai qu'il y a un espoir dans l'avenir, même si à court terme, c'est pas encore formidable. Je sais pas toi, si au début de ton rétablissement, ça a été un peu, tu as eu la fatigue extrême, tous ces trucs-là, l'émotivité, Oui, absolument. et tout. Bah, en fait, c'était justement c'est pour ça que je faisais le parallèle avec est-ce que en apprenant à écouter les signaux, on apprend aussi à s'écouter soi. Il va y avoir vraiment beaucoup de travaux à côté de moi, j'espère que ça ira. Euh, mais du coup, effectivement, en fait, j'ai appris à comprendre que au-delà de juste écouter mon corps, ce sera aussi écouter qui je veux être et donc écouter mes émotions, et chose à laquelle j'étais complètement fermée avant ma guérison. Donc forcément, ça a été très chaotique pendant quelques années de me reconnecter à moi, de me reconnecter à ce que je veux, professionnellement aussi. J'ai remis à peu près tous les domaines de ma vie en question, en fait, tout simplement parce que je savais pas vers où Ouais. j'allais. Euh, Sinon, on a encore un peu de temps. C'est toi qui m'as appris cette notion de faim extrême, la faim extrême. Et franchement, heureusement que tu m'en as parlé parce que quand j'ai lâché prise, ça a été tellement violent la faim que j'ai eue que si j'avais pas été prévenue, j'aurais vraiment complètement flippé. Enfin, j'ai complètement flippé en fait au début. Je savais pas ce que c'était et après j'ai trouvé ta chaîne et je me suis dit, bon, ça va, c'est normal parce que j'ai eu tellement faim les premiers jours que je me suis dit, ah, ça y est, je deviens boulimique. Je fais une crise de boulimie. Je fais des crises de boulimie, je ne peux plus m'arrêter de manger, je mange toute la journée. C'est quoi ce truc? Pourquoi j'ai faim comme ça? Et voilà, je voulais te demander, quelle est la différence selon toi entre la faim extrême et la boulimie? Ouais. La boulimie, pour moi, elle vient en réponse à une restriction. Et elle vient avec énormément de culpabilité, elle vient avec énormément de volonté de suite la compenser. La boulimie, elle vient aussi en réponse à une faim du corps qui globalement est affamé. La faim extrême, elle vient dans une période bien précise pour moi de la guérison et elle dure sur plusieurs jours sans forcément entraîner les processus de compensation, sans forcément entraîner les processus de vouloir absolument soit purger, soit faire autant de sport qu'avant pour compenser tout ça. En fait, la faim extrême, elle vient dans un processus où on a enfin... C'est comme si on avait bloqué le passage pendant longtemps et que d'un coup on ouvrait le passage grand ouvert. Et en fait, on se dit, ok, maintenant, j'ai le droit de manger. Et c'est cette autorisation inconditionnelle mentale et physique qui permet la faim extrême de se mettre en place. Et en fait, pour moi, elle fait partie de la guérison à 100%. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont vécu l'anorexie disent vivre une période boulimique dans leur guérison. En fait, c'est ce qu'on appelle la faim extrême. Donc, la nuance entre les deux, elle est assez fragile, elle est assez compliquée à comprendre. Mais moi, il y avait vraiment une phase où
je faisais des crises de boulimie que je voulais absolument purger, compenser, etc. Et là, j'avais pas du tout l'autorisation de manger. Donc je le faisais avec vraiment beaucoup de haine envers moi, beaucoup de culpabilité, un sentiment très négatif. Et la phase où j'ai enfin donné l'autorisation à mon corps de manger, j'ai compris les processus et là, larguer les amarres, on y va, on lâche tout et là vraiment je m'autorise à Mhm. manger beaucoup. Ce qui fait que ça fait très très peur aussi. Et ça peut Ouais. parfois réentraîner des processus de restriction tellement ça fait peur. Donc Ouais. parfois on peut rebasculer dans la case boulimie parce que cette phase-là fait très peur. Ouais. Moi, j'ai eu l'impression après ça que tout ça, c'était qu'une question d'appellation, en fait, que on dit que la boulimie, c'est quelque chose de négatif et que la faim extrême, c'est quelque chose de extrêmement positif parce que c'est la façon dont notre corps guérit. C'est comme quand on respire de l'air après s'être empêché de respirer pendant 2 minutes. On va respirer énormément jusqu'à ce qu'on respire normalement. Et donc la faim extrême, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, en fait. Mais en fait, si on connotait pas les crises de boulimie ou les compulsions négativement, ben, on se rendrait compte que c'est complètement normal et naturel et que c'est bien d'avoir ça, en fait, parce que c'est la façon dont notre corps guérit. Et, Absolument. mais comme, Sauf que si ouais, elle est rentrée dans un processus de compensation, bah, la crise de boulimie va être de nouveau déjà, créatrice de restrictions et de nouveau ouais, créatrice de prochaines crises de boulimie. Donc en fait, c'est dans ce ouais, processus-là que la boulimie est connotée négativement. Alors que si c'était juste une crise et on accepte de l'avoir fait, et on accepte d'avoir eu faim, on accepte que notre corps était affamé, et tout va bien. Et donc là, on pourrait ouais, effectivement l'appeler faim extrême. Là où oui. ça s'appelle boulimie aussi parce qu'il y a ces processus malsains de culpabilisation, compensation, volonté d'anéantir tout ce qu'on a fait, etc. Mais c'est vrai que c'est hyper important d'en parler de cette faim extrême parce que si on n'est pas au courant que c'est un truc très très bénéfique, on peut retourner très très vite dans des restrictions et refuser ce qui nous arrive. Alors que si on comprend le phénomène qui se passe, c'est vrai que c'est là où c'est important d'être accompagné ou au moins informé parce que c'est la seule façon de se sortir des troubles alimentaires, c'est d'accepter ce qui nous arrive et de pas flipper en fait à ce moment-là et de continuer à suivre les besoins de notre corps sans se laisser perturber par parce que c'est quand même flippant hein, la faim extrême. C'est quand même moi j'ai eu l'impression d'un animal qui se réveillait, tu vois, d'une bête hein, qu'il fallait nourrir, tu vois, et c'était même un peu facile à nourrir tellement il avait faim, tu vois, j'avais une sorte de dragon, tu vois, qui dit manger, manger, tu vois, il fallait nourrir jusqu'à ce que ça se calme. Et dans mon cas, ça a mis longtemps à se calmer. Et heureusement que j'ai eu à Idar les vidéos, toi, pour dire non, non, c'est normal, pas d'inquiétude. Oui. Est-ce qu'on a le temps un petit peu pour une autre question, peut-être Je ou... pense qu'il nous reste 5 minutes avant que ça coupe. Bon, bien. Du coup, voilà, ça a été très très rapide. Je crois qu'on a quand même déjà parlé de pas mal de choses. Moi, je pourrais parler énormément avec toi, Moi Myriam. aussi. On aurait pu parler Mais 4 heures de plus, je pense, clairement. oui, je pense que j'aurais pu. C'était là, c'était vraiment. J'aurais pu dire encore plein de trucs. Donc, ça a été tellement une joie de te recevoir. Tu peux pas t'imaginer. Donc voilà. Et je vais donc pour les gens qui nous écoutent, pour trouver ta chaîne ou pour te trouver sur internet, ils vont sur C'est la toujours chaîne. partout, c'est Lava, Lava, Myriam, Myriam. Sur tous mes réseaux, c'est ça. Sur mon site web, c'est lavamyriam.com. Sur ma chaîne YouTube, c'est Lava Myriam. Et voilà, à peu près partout, c'est le même slogan et le même pseudo. Bon, ben voilà. Donc je te dis au revoir et encore une fois vraiment merci mille fois du fond du cœur et merci pour cette interview. Merci à toi.